Mesdames et messieurs, chers collègues, c'est avec encore un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui, que nous vous retrouvons aujourd'hui pour ce troisième webinaire que nous avons décidé de consacrer au thème de la déontologie, laïcité et alerte éthique, des sujets extrêmement importants pour nous, élus, et pour vous, agents, qui sont les principes fondateurs d'un État républicain au même titre que d'autres obligations imposées aux employeurs et aux agents publics. Dans la fonction publique territoriale, le législateur a souhaité développer ces principes en mettant en place la mission de référent déontologue, mission que le Centre de gestion 31 propose depuis 2019 aux collectivités de la Haute-Garonne. D'une part pour les agents et d'autre part pour les employeurs. Pour en savoir plus et échanger en direct avec M. Beaufils, ici présent, qui est notre référent déontologue au CDG 31, nous avons donc décidé d'organiser ce webinaire qui aura une durée d'1 heure. Il sera assisté par les juristes du centre de gestion, M. Davelu et M. Ressiot, qui sont à ses côtés, pour vous informer notamment sur les procédures de saisine. Au cours de ce webinaire seront distingués les deux versants de la mission du référent déontologue, le référent déontologue au service des agents et le référent déontologue au service des employeurs. Voilà, M. Beaufils abordera certainement aussi les deux autres missions que le CDG 31 lui a confiées récemment, la laïcité et celle de référent alerte éthique au service des agents et du service public territorial. Voilà, messieurs, je vous laisse maintenant la parole pour ce webinaire que je suis sûre sera extrêmement intéressant pour nous tous. Je vous souhaite un bon webinaire. Merci. Merci Madame la Présidente pour cette présentation. Donc effectivement cet après-midi, cette fin de soirée, nous allons échanger sur la thématique de la déontologie dans la fonction publique en général et dans la fonction publique territoriale en particulier. Lorsque j'aborde le questionnement de cette problématique, je le résume en deux grands axes. La loi 2016, comme cela est présenté sur le diapo, mais également la loi 2019. En raccourci, je dirais que la loi 2016, c'est la loi pour les agents, et la loi de 2017, c'est la loi pour les employeurs. Je rappellerai également que c'est une mission obligatoire, comme la présidente nous l'a précisé tout à l'heure, mission obligatoire qui était confiée au centre de gestion. Le centre de gestion de la Haute-Garonne a mis à disposition cette possibilité, ces missions, pour ces collectivités affiliées, mais également pour les collectivités qui ont accès à ce qu'on appelle le socle. Et donc, ces collectivités ont les mêmes possibilités de recours aux déontologues sur le territoire de la Haute-Garonne. Pour compléter cette partie, cette entrée en matière sur le plan juridique, je dirais qu'il y a une partie un peu plus sociologique pour le coup. Cette mission du déontologue, elle ne peut être réalisée parfaitement que si, je dirais, au moins 3 critères fondamentaux sont respectés. Le premier, c'est l'indépendance, et je dois confirmer que auprès de ce centre de gestion, l'indépendance est absolument totale pour le déontologue que je suis. La deuxième qualité, la deuxième compétence, c'est la confidentialité. Il faut absolument que les échanges avec les demandeurs et le déontologue soient sous le sceau de la confidentialité mutuelle. S'il y a une fuite dans le tuyau d'échange d'informations entre l'un et l'autre, la prestation ne sera pas de qualité puisque d'autres partenaires pourront intervenir. J'insiste bien sur cette relation quasi unique entre le déontologue et le ou la demandeur. Et puis la dernière compétence, la dernière qualité, effectivement, c'est la qualité du retour du déontologue. Le déontologue ne doit pas se contenter d'une information, 3 lignes de texte sur un papier brouillon. Non, il faut effectivement une étude juridique, une analyse juridique de la problématique posée et un retour auprès des agents qui leur donne l'entièreté de la possibilité ou de la non-possibilité de réaliser leur projet.
S'agissant du déontologue du centre de gestion 31, eh bien, c'est moi-même, j'assure cette mission à la demande du conseil d'administration de cette structure, donc Claude Beaufils. Je suis ancien administrateur général territorial à la retraite et j'ai passé les 7 dernières années de ma vie professionnelle au sein de la Cour des comptes, en particulier sur la Chambre régionale d'Occitanie. Donc, il y a toujours d'ailleurs un décret de 2017 qui invitait les centres de gestion à recruter, si possible, des magistrats à la retraite, afin de bien préciser que cette mission de déontologue, elle est aussi, pas uniquement, mais aussi et peut-être fondamentalement juridique, même si, à mon avis, elle n'est pas que juridique, elle est juridique et sociologique. En tout état de cause, après cette demande donc, que j'ai acceptée volontiers, je suis là aujourd'hui pour poursuivre la présentation de la mission du référent déontologue. Le référent déontologue, il peut être saisi, comme je vous le dis, soit par un agent, soit par une collectivité, en fonction des dispositions que j'ai précisées un peu plus avant. Pour l'ensemble de ces questions, la sollicitation du référent déontologue reposera sur les principes fondamentaux, ce qu'on appelle les principes déontologiques applicables aux agents territoriaux. Je ne parlerai pas toujours de fonctionnaires, mais bien d'agents territoriaux, parce qu'il n'y a pas que les fonctionnaires qui peuvent avoir accès et recours aux déontologues, mais il suffit. Peu importe le statut, je dirais contractuel, voire assurer une mission temporaire au sein de la fonction publique, la déontologie pour les fonctionnaires s'applique à l'ensemble des agents. Alors donc les principes de déontologie, chacun les connaît parfaitement. Ils sont repris, réaffirmés par la loi de 2016. Les principaux étant le principe de dignité, d'impartialité, d'intégrité, de probité, de neutralité, de discrétion professionnelle. On reviendra après sur les deux autres axes que sont la laïcité et le dispositif d'alerte, mais la laïcité, effectivement, est intégrée également dans ces principes. Comme je le disais tout à l'heure, obligation du secret professionnel, obéissance juridique, devoir de réserve, etc. La prévention des conflits d'intérêts, qui aujourd'hui est d'une ardente... pas d'une ardente nécessité, ça a toujours été nécessaire, en tout cas d'une ardente demande de la haute autorité pour la transparence de la vie publique, qui insiste beaucoup sur la prévention des conflits d'intérêts dans les structures que vous connaissez, que vous gérez ou que vous administrez. L'application des règles de cumul en matière d'emploi ou d'activité concernant les agents qui souhaitent, en plus de leur activité ou à côté de leur activité professionnelle de fonctionnaire ou d'agent public, pouvoir cumuler avec un emploi ou une activité. On détaillera tout à l'heure la différence entre ces deux demandes. Ensuite, les compétences et le fonctionnement de la commission de déontologie, qui aujourd'hui n'existe plus, enfin ne porte plus ce nom. La commission nationale de déontologie a été remplacée par la haute autorité pour la transparence de la vie publique. On reviendra également sur les compétences de cette structure. Les obligations déclaratives qui incombent à certains agents, pour faire vite, sont déclarations d'intérêt pour les postes dits sensibles dans la fonction publique en général et dans la territoriale en particulier, sont plutôt les emplois de dirigeants à partir d'un certain nombre, d'une certaine catégorie de collectivités. L'objectif majeur étant d'examiner les projets, qu'ils soient en cumul d'emplois, nomination sur un poste, prévention des conflits d'intérêts, de la part du référent déontologue qui enverra ensuite son avis, soit à l'agent, soit à l'activité, sur la faisabilité au regard des principes déontologiques tels que je viens de vous les présenter. Pour ce qui concerne l'activité du référent déontologue du centre de gestion 31 que je représente aujourd'hui, alors le référent déontologue est astreint à une présentation d'un rapport annuel d'activité. Au terme de tous les ans, en fin d'année, il présente son activité globale, le nombre de saisines, les orientations des saisines, l'ensemble des demandes, et à tout cela argumenté.
Donc pour 2020, le référent déontologue a été saisi à 83 reprises, puisque j'ai omis de vous préciser dans ma présentation que non seulement je suis référent déontologue pour le centre de gestion 31, mais il existe une mutualisation de ce poste de déontologue sur 6 départements, 6 centres de gestion d'Occitanie, à savoir l'Ariège, la Haute-Garonne, la Lozère, le Lot, le Tarn-et-Garonne et le Tarn. J'en ai oublié un. Ariège, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne, Lozère et le Lot. Voilà, ça fait 6. Donc, sur l'ensemble de ces 6 centres de gestion, effectivement, 83 saisines. Tout comme pour le centre le CDG 31, on peut noter entre 2019 et 2020 une augmentation significative de plus de 50% des saisines du déontologue par rapport à l'année précédente. On peut expliquer très rapidement cette augmentation significative par le fait que le déontologue s'installe dans le paysage de la fonction publique territoriale, que de plus en plus les agents, en tous les cas la nouvelle génération d'agents qui accèdent à la fonction publique sont demandeurs d'avis avant d'engager un projet. Et depuis 2019, donc, les collectivités qui peuvent saisir le déontologue le font également pour assurer juridiquement la décision qui sera donnée à la demande des agents, en sachant que depuis le 1er février 2020, c'est l'autorité territoriale de la collectivité qui a le contrôle, l'obligation de contrôle des principes déontologiques de ces agents, ce qui fait aussi que les collectivités ont peut-être tendance aujourd'hui à saisir régulièrement le déontologue pour bien affirmer la possibilité, la faisabilité du projet. La loi dit la collectivité saisit le déontologue en cas de doute sérieux. Donc, si l'avis du déontologue sur le doute sérieux n'est pas levé, la collectivité a la possibilité ensuite de saisir, pour un certain cas de dossier, pas l'ensemble, a la possibilité de saisir la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Si je reviens sur le centre de gestion 31 pour l'année 2020, donc 28 saisines, on notera d'emblée que sur 28 saisines, 12 ont été recevables et 16 ont été non recevables. Pourquoi ? Sur les 16 majoritairement non recevables, il s'agit de questions ou de problématiques qui relèvent plus du questionnement statutaire, et des règles juridiques qui s'appliquent à tout fonctionnaire. Et là, le déontologue n'est pas compétent pour intervenir sur cette matière. La deuxième partie des non recevables concerne des dossiers incomplets ou voire des refus tout simplement d'utiliser la voie réglementaire pour saisir le déontologue. Comment le déontologue est saisi ? Il a une boîte mail, courriel indépendante. La confidentialité est complètement assurée sur ce point. Je possède également un numéro de téléphone qui est disponible sur l'ensemble des centres de gestion. La confidentialité est également assurée sur ce plan. Le déontologue peut être également saisi par courrier, sous réserve que le courrier soit sous double enveloppe, bien sûr. La première enveloppe à l'adresse du centre de gestion, la deuxième enveloppe à l'adresse du déontologue, là aussi la confidentialité étant totalement assurée. Donc 12 demandes. En 2020, les motifs de ces 12 demandes, eh bien majoritairement, tout d'abord avant de vous présenter, de vous détailler les demandes, je dirais qu'il y a eu, et ces tendances se confirment, il y a eu la première année et demie, grosso modo, où les demandes concernaient très majoritairement des questions relatives au cumul d'emploi, cumul d'activités. Les agents souhaitant compléter leur salaire, en particulier les petits salaires, c'était majoritairement des agents de catégorie C qui souhaitaient avoir à côté de leur emploi de fonctionnaire ou d'agent public une prestation supplémentaire. Donc ça, c'était la grosse partie, la majeure partie de la demande pendant la première année et demie pour être un peu plus précis. À partir de ce laps de temps,
Une deuxième tendance est venue, et aujourd'hui elle se confirme, où les agents de la fonction publique ont des questions plus précises, qui nécessitent une analyse juridique pour le coup plus avancée. Et d'ailleurs, les catégories de saisine des agents se sont modifiées aussi, puisque ce ne sont plus que les catégories C qui sollicitent, comme au départ, le déontologue, mais l'ensemble des agents publics, catégorie A, B et C. On voit dans ces demandes un peu plus techniques, donc la demande de prise de part sociale dans une entreprise, la gestion du patrimoine personnel, des reclassements sur des métiers qui demandent là aussi une analyse et un avis déontologique en amont solide et sérieux. En particulier, j'avais cité le métier d'avocat. De plus en plus de saisines aussi au titre directement de la prévention des conflits d'intérêts. De plus en plus, les agents s'intéressent et se protègent, je vais le dire, par rapport à cette éventualité d'un conflit d'intérêts et sollicitent de plus en plus le déontologue. C'est valable sur l'ensemble du territoire 31, mais également pour les autres centres de gestion également. Pour le centre de la Haute-Garonne, en 2020, j'avais également reçu une saisine au titre du devoir d'obéissance, qui fait partie des obligations déontologiques des fonctionnaires, et également une saisine relative au secret professionnel. Comme je vous l'ai dit, donc l'ensemble de ces demandes aujourd'hui sont déposées par la totalité des catégories de la fonction publique territoriale dans cette vision qu'on avance et on n'est plus seulement sur du cumul d'activités, je me plais à le répéter, il y a une nette évolution qui aussi renvoie à une reconnaissance et approuve la nécessité de ce conseil déontologique dans la fonction publique en général et territoriale en particulier, comme le législateur a bien voulu la mettre en place. Aujourd'hui, elle est reconnue et elle est sollicitée. Oui, bonjour, donc peut-être vous préciser au titre du financement des conditions d'exercice de la mission que pour les collectivités et les établissements publics qui rêvent d'une affiliation au CDG 31, la mission de référent déontologue est une mission obligatoire, c'est prévu à ce titre par la loi du 26 janvier 1984. Donc, le financement de la mission est assuré par la cotisation qui est versée par les collectivités territoriales et les établissements publics affiliés au centre de gestion. Il en va de même pour les collectivités et les établissements qui sont adhérents au socle de mission prévu par l'article 23.4 de la loi 84-53, c'est-à-dire le socle Sauvadet. Donc là encore, la mission est réalisée au titre financée par la cotisation versée par les collectivités et les établissements. Et le centre de gestion a également prévu la possibilité pour les collectivités et établissements qui ne seraient ni affiliés ni adhérents au socle de mission d'adhérer à cette mission à titre optionnel. Donc les conditions sont prévues par une délibération qui a été votée par le conseil d'administration du CDG 31. Les conditions d'adhésion pour les collectivités, c'est le produit de 5 € par agent et par an. Agent donc à la fois fonctionnaire, titulaire et stagiaire, et également agent contractuel, puisque la mission concerne aussi les agents contractuels. Et tout ceci pour couvrir, bien entendu, les frais d'exercice de la mission, et en l'occurrence la facturation qui est prévue à hauteur de 125 €, 250 € en fonction du degré de complexité du dossier qui est traité par le sub-office. Donc, bonjour. Juste quelques petites remarques par rapport à la possibilité de saisir le référent déontologue par l'autorité territoriale dans le cadre des règles relatives au cumul d'activités. Comme l'a dit M. Beaufils en propos préliminaire, la loi de transformation de la fonction publique de 2019, clairement, c'est le pendant de la loi de 2016 qui a été la loi pour les agents et qui a mis donc en place, ce dont a parlé M. Beaufils, le droit à un conseil déontologique avec donc la mise en place d'un référent déontologue. Et donc en 2019, en fait, on étend ce volet et ce volet du contrôle déontologique donc au cas de possibilité de saisir par les autorités territoriales donc le référent déontologue.
On se situe dans un contexte plus restreint que dans le cadre de la loi de 2016, où la loi de 2016, donc, elle couvre tous les articles 25 à 28 de la loi de transformation de la loi du 13 juillet 83, alors que la loi de 2019 étend donc la possibilité donc, de saisir le référent déontologue au cas de cumul d'activités. Pour faire simple, comme l'a présenté également Monsieur Beaufils, en matière de cumul d'activités, en fait, il y a eu une modification très importante et une transformation très importante au début de l'année 2020. Donc, tout d'abord, la loi de transformation donc est entrée en vigueur et a donc prévu la possibilité donc de saisir une fois de plus le référent déontologue par les autorités territoriales. Et cette loi s'est accompagnée d'un décret très important, le décret du 30 janvier 2020, décret numéro 2020-69 du 30 janvier 2020 sur le contrôle déontologique. Et l'appellation n'est pas neutre parce qu'on est passé d'un décret relatif au cumul d'activités à un décret relatif au contrôle déontologique, ce qui montre justement le changement de perception dont parlait M. Beaufils également en matière de règles relatives au statut, à l'appréciation et à l'appréhension des règles pour les agents des collectivités ainsi que par les autorités territoriales. Et donc, ce décret est venu donc tout d'abord faire disparaître la commission de déontologie qui s'est noyée, fondue dans l'instance qui existait déjà, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ce qui fait que depuis le 1er février 2020, donc la commission de déontologie a été remplacée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et le décret de 2020, donc sous l'impulsion bien évidemment de la loi de transformation, est venu mettre en place donc un contrôle par graduation. C'est-à-dire qu'elle est venue faire reposer la responsabilité première du contrôle déontologique sur les autorités territoriales. Donc ça, c'est très important parce que jusqu'à présent, et c'était très complexe et c'était très nuancé, très subtil, parfois même tellement subtil qu'on s'y perdait, pour être très honnête, où en fait il y avait une bascule qui se faisait en fonction des cas et en fonction des situations, soit entre l'autorité territoriale, soit elle devait saisir l'autorité territoriale, l'ex-commission de déontologie. Là, pour le coup, les choses sont plus simples, c'est-à-dire que le premier niveau de contrôle, c'est obligatoirement donc l'autorité territoriale qui donc apprécie la situation. Si l'autorité territoriale a un doute sur la question qui lui est posée, c'est à ce moment-là où elle doit saisir donc saisine obligatoire, le référent déontologue qui va donc apprécier la situation que va lui présenter l'autorité territoriale. Donc le référent déontologue va rendre un avis et enfin, si en dépit de l'avis rendu par le référent déontologue, le doute persiste, donc un doute sérieux, le texte parle d'un doute sérieux, c'est à ce moment-là où donc il va être possible de pouvoir saisir donc la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Donc un contrôle par strate, un contrôle gradué qui fait peser en premier la responsabilité donc sur l'autorité territoriale. Sachant que ce contrôle va porter sur 3 thèmes particuliers, va donc porter sur la possibilité de départ des agents publics, parce que comme le disait M. Beaufils, ça va au-delà de la simple question des fonctionnaires et ça concerne les agents territoriaux, donc quelle que soit la catégorie, quelle que soit la qualité. Donc le départ des agents publics vers le secteur privé, ça va concerner également quelques cas de domination, donc des agents publics dans les collectivités. Donc ici, on est vraiment sur les très très grandes strates de collectivités. Ça concerne, pour faire de façon très très simple et caricaturale, les fonctions de directeur adjoint, donc dans les départements, les communes. Pour ce qui concerne les communes, pour revenir à une strate plus réaliste et plus proche de notre réalité, ça concerne malgré tout les grosses collectivités parce que ça concerne les strates des communes de plus de 20 000 habitants, donc ce qui écrème pas mal sur la Haute-Garonne. Et en fait, ça concerne également quelques cas de création ou de reprise d'entreprise ou d'une activité libérale. Ce qui fait que dans ces 3 secteurs-là principalement, lorsque l'autorité territoriale qui est saisie par son agent donc de cette question a donc tout d'abord l'obligation première d'apprécier donc le projet. Donc il peut répondre bien évidemment. S'il a un doute par rapport à la question qui lui est posée, par rapport à la réponse surtout qu'il peut apporter à l'agent, c'est à ce moment-là où il va donc saisir le référent déontologue et in fine, si en dépit donc de l'avis rendu par le référent déontologue, le doute sérieux persiste, c'est à ce moment-là où bien sûr il pourra saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Juste en parallèle de cette procédure, qui est la procédure réglementaire, il est bien évidemment aussi possible de saisir, là je fais la minute que je vends mon travail. Voilà. Je rappelle qu'il est aussi possible, bien évidemment, mais vous le connaissez aussi, de saisir en amont, donc on est vraiment en amont de toutes ces étapes-là, de saisir également le centre de gestion et le service juridique du centre de gestion, où il y a mes collègues, pour le coup, qui sont présents, qui connaissent bien ces questions et qui peuvent déjà soit permettre de répondre entièrement à la question, soit en tout cas vous aider déjà à dégrossir avant de saisir éventuellement le référent déontologue sur toutes ces questions-là. Voilà. Pour moi. Bien, je reprends la parole pour vous présenter les autres possibilités d'intervention, non pas du référent déontologue, mais du référent laïcité et du référent RTT. Avant d'entamer, de vous présenter ces deux axes complémentaires ou supplémentaires, je voudrais revenir 2 minutes sur ma présentation antérieure et insister sur le fait que j'ai fait référence au décret de 2017 qui invitait les collectivités locales et les centres de gestion pour ce qui les concerne, pour ces structures adhérentes, de nommer un référent déontologique. Il était demandé que, en dehors, outre cette obligation, les collectivités les centres de gestion auraient pu également nommer un référent déontologue issu de leur propre structure. C'est tout à fait possible et tout à fait réalisable. Certains ont opté pour cette orientation. Le centre de gestion 31, à l'image des centres de gestion auxquels j'ai fait référence plus avant, ont opté, et à titre personnel, je dirais que c'est une option plutôt intéressante puisqu'elle garantit non seulement la confidentialité, elle garantit l'indépendance, mais elle garantit surtout la confiance des agents avec une personnalité extérieure à la structure, et ça c'est fondamental. J'insiste sur ce point puisque j'ai la chance de travailler, comme je vous l'ai dit, avec 6 centres de gestion et celui le plus conséquent, celui qui a le plus de collectivités, donc le CDG 31 où nous sommes aujourd'hui, de façon totalement indépendante, et les agents sont parfaitement conscients et approuvent, j'allais dire, à chaque saisine, le fait de pouvoir s'adresser à quelqu'un d'extérieur à la structure. Ça, c'est un point fondamental. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir d'entamer les deux autres référents, c'est les demandes de cumul d'activité, puisque c'est un domaine que vous avez ou que vous aurez très certainement à traiter. Donc, pour faire vite, là aussi, je le détaillerai et nous le détaillerons un petit peu plus si vous le souhaitez au travers des questions. Le cumul d'activité comporte, je vais dire 2 grands axes. C'est soit l'emploi par le biais d'une création d'entreprise, d'une reprise d'entreprise. Là, un temps partiel est nécessaire pour mener à bien le projet. Et la deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle les activités accessoires, où là, il n'y a nul besoin de temps partiel, mais on peut cumuler son temps complet avec une activité accessoire. Il serait là aussi nécessaire de détailler, mais je suis bien sûr à entière disposition. Le troisième axe, je passe très vite, c'est tout ce qui concerne les possibilités de cumul dites libres. Ça va des œuvres de l'esprit, c'est-à-dire l'écriture d'un bouquin, la création logicielle, etc., et les activités liées au bénévolat. Voilà, très rapidement, mais il me semblait important de ne pas fermer notre webinaire sans avoir évoqué ces 2 possibilités. Donc, si je reviens au texte fondateur de 2016, par rapport au référent déontologue, le texte de 2016 offrait la possibilité aux collectivités locales de confier à leur référent déontologue 2 autres missions, la mission de référent laïcité et la mission de référent alerte éthique. En fait, c'est pas alerte éthique dans le texte, c'est protection des lanceurs d'alerte par habitude ou par un vocabulaire plus adapté à la période sociétale, comme on dit aujourd'hui. Donc, cette référence est appelée aujourd'hui alerte éthique. Mais j'insiste bien, la loi Sapin, qui est à l'origine, parlait bien de protection des lanceurs d'alerte. Donc, l'ensemble des centres de gestion que j'ai fait référence, qui m'ont accordé leur confiance, m'ont non seulement
promu déontologue, mais également référent à la laïcité et référent alerte éthique pour l'ensemble des structures. Le référent laïcité relève d'une circulaire de 2017 qui rappelle ce principe de laïcité dans la fonction publique et qui incite l'accompagnement des agents et des encadrants au respect des conditions de laïcité. Sur ce volet, sur les 6 centres de gestion, je n'ai jamais été sollicité. Je n'ai été sollicité, si j'ose dire, que pour des mesures d'accompagnement, c'est-à-dire de formation. Je suis intervenu sur des modules de formation auprès des encadrants des collectivités locales afin de développer les obligations du respect de cette valeur fondamentale de notre République. Le deuxième volet, le référent alerte éthique ou protecteur des lanceurs d'alerte. Là encore, on fait référence à un décret de 2017 qui prévoit les recueils de procédures pour le signalement par des lanceurs d'alerte au sein des collectivités que nous avons évoquées depuis tout à l'heure. Il existe, c'est une procédure qui est, je vais dire à titre personnel, qui est lourde. C'est peut-être pour ça que ça explique que là aussi, je n'ai reçu à ce jour aucun signalement. Comme je vous le précise, donc elle concerne les agents qui se trouveraient en situation de lanceur d'alerte afin de leur donner la protection nécessaire et utile suite à leur démarche. Bien sûr, je ne vous donnerai pas d'exemple puisqu'aujourd'hui je n'ai pas été saisi, mais la procédure existe. Le centre de gestion 31 m'a confié cette mission, donc peut-être que demain ou après-demain, j'aurai effectivement un signalement d'un lanceur d'alerte d'une collectivité territoriale du centre de gestion 31. Voilà, je pense moi personnellement avoir fait le tour de la présentation des différentes missions, qu'elles soient déontologue, laïcité ou éthique. Il est bien évident, je crois, que dans le temps qu'il nous reste, nous pouvons répondre à un certain nombre de questions. Et à titre personnel, alors je précise aussi, si peut-être je peux préciser, puisque nous sommes dans un webinaire, on peut toujours ajouter 2-3 informations, que comme l'a précisé à la fois Manuel et à la fois Nicolas, que nous travaillons de façon intelligente, parfaite et complémentaire dans le total respect de la confidentialité des dossiers. Moi, parfois, j'ai besoin de confronter mon analyse juridique à un homme de l'art, donc je le fais, mais j'insiste bien, toujours dans la confidentialité. Et nous réalisons cette mission avec intelligence et compétence. On essaie. Juste vous préciser par rapport aux missions référent laïcité et alerte éthique que là nous ne sommes pas sur des missions qui sont prévues à titre obligatoire. Donc ce sont des missions qui sont réalisées par le centre de gestion à titre optionnel, donc sur la base d'une adhésion qui est fixée dans les mêmes conditions en fait que pour les collectivités qui souhaitent adhérer à la mission référent déontologue. Donc c'est-à-dire 5 € par agent et par an. Donc là encore, agent fonctionnaire ou agent contractuel. Donc c'est alors à ce jour, à titre d'information, il y a je crois 13 collectivités ou établissements qui ont adhéré à la mission référent laïcité et 8 collectivités ou établissements qui ont adhéré à la mission alerte éthique. Oui, si on prend plusieurs missions, on paye qu'une Et adhésion. préciser également de collectivité ou un établissement qui souhaite adhérer à la fois à la mission référent laïcité et alerte éthique ne paye qu'une fois la cotisation, l'adhésion de 5 € par agent et par an. Et le mot de la conclusion est pour qui? La présidente. Une conclusion, mais peut-être on va ouvrir aux questions. Il n'y a pas de questions. Il y a des questions. Alors, je suis employeur territorial. Un agent me sollicite pour un cumul d'emploi. À quel moment de la procédure dois-je saisir le déontologue? Bien, s'il s'agit donc d'un agent, si j'ai bien compris, c'est un agent qui fait la demande, le conseil, c'est de saisir le déontologue. C'est un employeur. Un employeur territorial. Un employeur, pardon. Donc, si c'est un employeur, la réponse d'ailleurs sera identique. Si c'est un employeur ou un agent, je conseille de déposer la demande le plus en amont possible
dès que l'employeur, en l'occurrence, aura été saisi par l'agent pour une demande de cumul, par exemple, de cumul d'emploi, la collectivité, en l'occurrence le maire ou le président, me saisit, me présente le projet pour lequel il est sollicité, et je vais lui en faire l'analyse et lui donner un avis. Je précise, je redis aussi tout à l'heure, que l'avis du déontologue n'est absolument pas une contrainte. Il s'agit d'un avis éclairé qui permet à l'autorité de prendre ou de ne pas prendre une décision sur ce qui lui est demandé. Ok, une autre question. Vous avez présenté vos 3 missions, référent déontologue, laïcité, alerte éthique. Laquelle de ces missions vous occupe le plus? Alors, comme je l'ai dit au fil de la présentation, aujourd'hui, sans aucune contestation possible, c'est effectivement la mission référent déontologue qui occupe le plus mon temps d'activité, puisque vous avez vu tout à l'heure, le nombre de saisines concerne majoritairement les demandes relatives à la déontologie. S'agissant de la laïcité, j'ai été sollicité pour des interventions de formation, mais en aucun cas pour des atteintes au principe de laïcité. S'agissant du reste des lanceurs d'alerte, aujourd'hui, le compteur est toujours à 0. Voulez-vous les photos? Ils vont faire une capture d'écran. Ça sera sur le site. Ça sera sur le site. Je t'explique. Oui, oui, deux questions. J'ai 2 questions concernant l'alerte éthique. Vous avez dit que la procédure était très lourde ou très compliquée. Je ne sais pas quel mot vous avez employé. Et vous pensez que c'est pour ça qu'elle est difficile à saisir, cette alerte, cette mission alerte? Moi, je vais vous donner mon avis personnel, bien évidemment, et mon expertise sur la chose. Comme je suis aujourd'hui indépendant, libre de toute contrainte statutaire et je n'ai pas de chef au-dessus de moi, je peux vous dire ce que je pense. Donc, je pense que cette procédure, elle fait partie, elle a été posée à un moment donné donc, par les lois Sapin, d'accord, dans un contexte politico, il y a eu toutes les affaires, rappelez-vous les affaires de cette époque. Donc le gouvernement de l'époque a effectivement posé un acte sur la possibilité de traiter ces affaires le plus en amont possible grâce à des alertes. Donc il instaurait par la législation le référent protection des lanceurs d'alerte. Mais la procédure qui est liée avec cette législation elle est relativement lourde, parce que non seulement l'agent qui se transforme en lanceur d'alerte peut saisir le référent déontologue, et en même temps, il doit alerter son N+1. Donc déjà, la procédure de déontologue, elle se passe entre un agent, le référent déontologue. Là, la procédure, elle se passe entre un agent, le référent déontologue, et un membre de la collectivité, le membre de la collectivité va alerter son N+1, etc. Donc, on reste dans la collectivité, donc ça veut dire que l'agent, il doit avoir un dossier béton, hein, sinon le pauvre type, la pauvre dame, sa carrière risque d'être un petit peu bousculée. Donc je pense qu'il y a quand même pas une peur, j'emploie pas le terme de peur, surtout pas, mais une crainte, une méfiance par rapport à cette structure. J'insisterai aussi sur le fait que autant le référent déontologue constitue, et là aussi c'est un phénomène sociétal, hein, on n'est pas que dans du juridique. Aujourd'hui, le référent déontologue, c'est un rapport à une personne qui a un projet personnel, d'accord? Donc ça la concerne directement. On est dans l'individualisme social aujourd'hui, hein. Les 2 autres missions sont des missions plus sociétales. La laïcité s'intéresse à la société dans sa globalité, la République en l'occurrence, et le lanceur d'alerte s'intéresse aussi à la société. Donc aujourd'hui, on est plus sur une tendance de moi, je m'occupe d'abord de moi,
mois. Donc, si je veux bosser, il faut gratter 3 francs 6 sous supplémentaires. Ça m'intéresse parce que c'est mon problème à moi. De l'autre côté, je sens, moi, quand je fais des interventions sur la laïcité, par exemple, dans un conseil départemental, c'est le 34 pour ne pas le citer, oui, ça intéresse parce que ça, on a entendu parler de laïcité, on ne sait pas bien ce que c'est, on l'a défini, c'est une valeur plutôt sympa en plus, hein, c'est le vivre ensemble, etc., etc. Donc on écoute, on participe, mais je ne suis pas sûr qu'on soit prêt à franchir le pas. Aussi, c'est ce que j'essaie de faire comprendre à chaque endroit où je suis, que il faudrait arriver à casser ce mur de l'individualisme, pardonnez-moi de l'appeler comme ça, mais c'est typique dans les interventions déonto et les deux autres. Autant déontologue, c'est perso, ouais, vous m'en donnez encore un petit peu parce que je veux réaliser mon projet. De l'autre côté, oui, c'est bien, ça existe. Écoutez, moi, je ne suis pas prêt à me lancer. Voilà. C'est à la fois une procédure lourde et puis à la fois un individualisme qui n'invite pas à aller vers ce type de démarche. Il y a des exemples célèbres d'ailleurs dans la société qui ont montré que les lanceurs d'alerte, ils vont payer cher. Hein. Je pense à Cariel, je pense à d'autres. Cela étant, en disant cela, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des lanceurs d'alerte. Je dis que les lanceurs d'alerte, il faut que les affaires soient réelles, sérieuses et solides. On ne vient pas pour aller dénoncer son voisin parce qu'il a piqué la tondeuse pendant le week-end. Voilà, c'est. Et vous avez parlé de dossiers donc, que vous avez dû rejeter parce qu'ils ne correspondaient pas aux missions qui vous étaient confiées. Est-ce que justement vous avez affaire à ce genre de comportement peut-être déviant en disant des dénonciations que vous jugez ne pas pouvoir prendre en compte, ou est-ce que c'est vraiment des questions très administratives, les dossiers qui sont écartés? Alors, les dossiers qui sont écartés, comme vous dites, qui ne sont pas recevables sur le plan de la déontologie, non, il n'y a pas ce type de problématique. Ce sont majoritairement des dossiers concernant des questions relatives au statut. D'accord. Et là, moi, je me fais un point d'honneur pour pouvoir travailler intelligemment avec mes collègues référents statutaires de la maison, de ne pas entrer dans. Je pourrais tomber dans le piège et traiter les questions statutaires. Non, je ne les traite pas, donc je les renvoie sur les référents internes à la structure. Donc, il y a une bonne partie. Alors, ça s'estompe. Hein. Au début, effectivement, un certain nombre d'agents avaient déjà frappé à la porte du syndicat, avaient frappé à la porte du conseil de la RH. La RH avait pris la tâche du centre de gestion. Et puis la réponse avait été négative. Donc là, ils ont vu arriver un nouveau personnage sur la scène. Donc ils ont dit, je vais essayer, je vais tenter par ce côté-là. Là, je l'ai senti très fort comme ça. Donc, ce qui explique ce nombre de dossiers non recevables. Et puis, j'ai quand même eu 2 dossiers non recevables où des personnes, en particulier, alors c'est une catégorie, vous savez, moi, dans ma carrière, à un moment donné, j'étais directeur régional du CNFPT. Donc, je les connais bien, c'est les profs de musique. Les profs de musique, eux, ils vous font une lettre et ils vous disent c'est ça que je veux. Je dis non, vous allez saisir le formulaire sur le centre de gestion. Ah non, il n'y aurait pas que ça. Donc voilà, j'ai jamais le formulaire. C'est aussi le corporatisme de certaines. Ils sont minoritaires. J'en ai eu que 2. Pas d'autres questions? Non, plus de questions. C'est très clair alors pour tout le monde, tant mieux. Bon, écoutez, on va clôturer alors. Merci à vous 3 messieurs de nous avoir éclairé encore un peu plus sur vos différentes missions. Et puis merci à vous d'avoir assisté à ce 3e webinaire. On vous donne rendez-vous probablement au mois de septembre pour un 4e webinaire sur la prévention. Voilà, qui va donc annoncer très rapidement donc, le salon des maires qui se déroule au mois d'octobre. Tout à fait. Voilà. À très bientôt. On vous souhaite de bonnes vacances. Merci. Au revoir.